Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Nous sommes en mai 1989 à Avallon, au cœur de la Bourgogne. En pleine nuit, un homme pénètre au domicile d'une étudiante. Elle s'appelle Sylvie Baton, elle a 24 ans. Et comme sa mère l'expliquera plus tard aux enquêteurs, la jeune fille a peur de vivre seule chez elle. Le lendemain, son corps sans vie est découvert dans sa baignoire. L'enquête piétine. La famille de la victime multiplie alors les appels à témoins à la télévision, mais en vain. L'affaire prend alors une tournure internationale. On interroge tous les fichiers d'Interpol dans lesquels sont stockées les empreintes génétiques des délinquants sexuels de 43 pays. Mais malgré tout, il faudra attendre 22 ans pour que toute la lumière soit faite sur ce crime, et grâce notamment à des preuves retrouvées dans les sous-sols du palais de justice d'Auxerre. Voici donc l'affaire Sylvie Baton, un si long mystère de Luc David. Sylvie Baton, c'est une jeune fille sans histoire apparente. Pas du tout excentrique, très simple. Son corps sans vie est retrouvé dans sa baignoire. Crime de rôdeur, meurtre passionnel. Je l'ai un peu poussé dans les bras d'un autre, comme on dit. Ou règlement de compte entre amis. On souhaiterait tellement que ce soit un extraterrestre. Un meurtrier est en fuite. Une enquête internationale est lancée. Qui Vous passez votre temps avec ce point d'interrogation et ça peut être un proche. Moi, j'étais le cousin de Pablo Escobar. La justice retrouve décès vieux de 17 ans. Là, les gens ont commencé à se dire, ça peut être pas si simple que de trouver vite. Je me retrouve à devoir chercher une aiguille dans une botte de foin. Le coupable sera-t-il enfin arrêté? Je n'ai pas tué et je n'ai pas violé Sylvie Baton. C'est quand même d'évidence comme une erreur. Une famille brisée face à un mystère sans fin. L'affaire Sylvie Baton. 5 mai 1989. Nous sommes à Avallon, une petite ville paisible de 7000 habitants, située dans le sud du département de l'Yonne, en Bourgogne. Ce jour-là, dans l'après-midi, une habitante, Danielle Baton, décide de passer voir sa fille, Sylvie. Danielle est en compagnie de son frère, car cette mère de famille est inquiète. Depuis la veille, sa fille ne répond plus au téléphone, et ce n'est pas dans son habitude. Depuis quelques mois, Sylvie Baton réside dans cette maison coquette. En arrivant, la mère de Sylvie Baton ne prend pas la peine de sonner, car la porte est entrouverte. À l'intérieur, c'est un joyeux désordre, comme si on avait fait la fête. Mais un peu plus loin, dans la salle de bain, dans la baignoire, la mère découvre le corps inanimé de sa fille. C'était le jour de la fête d'Avallon, le jour de l'inauguration, il me semble. Et on est parti donc avec l'ambulance à cette adresse pour une personne à l'origine malade ou blessée, je ne sais plus l'origine exacte. Dans la baignoire, Sylvie Baton est dénudée. En attendant les secours, sa mère la sort de l'eau, puis l'enroule dans une couverture, s'accrochant à un espoir que sa fille soit encore en vie. On est arrivé sur place donc avec l'ambulance, 3 sapeurs-pompiers accompagnés du SMUR, donc un médecin. On est rentré à l'intérieur de la maison. Le médecin SMUR a fait les premiers gestes et il a constaté le décès de cette personne. Il est 18h02. Sylvie Baton est déclarée cliniquement morte. La jeune fille avait 24 ans. Son corps est amené à la morgue d'Auxerre pour l'autopsie. Dans le journal local, la mort de Sylvie Baton ne fait que quelques lignes. La presse évoque même un suicide ou un accident. Les gendarmes examinent alors la scène de crime, susceptible de fournir des réponses à cette énigme. Sylvie Baton est morte dans des conditions particulièrement atroces. Le corps présente de nombreuses traces de coups. La jeune victime a été étranglée et a subi des violences sexuelles. Pour les gendarmes, le tueur est probablement un homme puissant, une force de la nature. Dans son rapport d'autopsie, le légiste confirme. Sylvie Baton a été étranglée. Elle présente des hématomes au visage. La victime a été ligotée et violée à de multiples reprises.
Les médecins notent aussi la présence d'alcool dans son sang. À Avallon, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. C'est la consternation. Je me souviens très bien à l'époque d'avoir été très frappé par le lieu. C'est presque une maison de poupée, une maison de dessin animé, quelque chose qui, dans notre imagination, porte vers l'enfance, vers l'innocence. Et aujourd'hui encore, quand je passe devant, je ne peux pas vous dire autre chose que j'y pense toujours. 25 gendarmes sont mobilisés pour élucider l'affaire. À la recherche d'un éventuel mobile, les enquêteurs explorent le passé de Sylvie Baton, une étudiante apparemment sans histoire. Elle vit à l'époque une belle histoire d'amour avec un certain Carlos. Quand j'ai rencontré Sylvie, elle était encore en terminale, il me semble, au lycée. On avait beaucoup de choses en commun, on passait des journées entières à lire, des soirées, on avait une vie des plus normales, quoi, hein, des plus, enfin pas banales, mais on pourrait presque dire ça. Ouais. À l'université de Dijon, où Sylvie Baton est étudiante en lettres, la jeune fille n'a aucun ennemi, aucun différend récent avec un professeur ou un ami. Une fille modèle pour ses parents. Sylvie, c'était une fille formidable, c'était un trésor pour moi. On était soudés, on faisait fusion. J'étais très fier de ma fille, très. Dans le fond, je l'avais montée sur un piédestal, moi. Et comme toutes les jeunes filles de son âge, Sylvie Baton a des rêves plein la tête. Elle voulait être prof de français, de lettres. C'était son but, quoi. Elle n'était pas très loin, hein, là. Rien dans la région n'explique la disparition brutale de Sylvie Baton. Son père est cuisinier, sa mère est secrétaire dans une entreprise locale où Sylvie travaille pendant les vacances d'été. Sylvie Baton a un frère cadet, Marc, âgé de 18 ans. Il s'agit d'une famille très soudée. Les gendarmes débutent leur enquête de voisinage. Mais personne, pour le moment, ne se souvient du moindre incident qui peut expliquer le crime. C'était une petite jeune fille très discrète, qui parlait peu, qui était très gentille. Bonjour, on parlait de la pluie du beau temps, mais pas du tout excentrique, très simple. L'enquête s'annonce donc compliquée. Les gendarmes explorent alors l'emploi du temps de Sylvie Baton le soir de l'assassinat. Selon sa mère, le soir du drame, Sylvie a dîné en famille, au domicile de ses parents. Un dîner joyeux. Vers 23h30, l'étudiante rentre chez elle pour se coucher. Les parents de Sylvie Baton habitent à une dizaine de kilomètres du domicile de la jeune femme. Que s'est-il passé sur le chemin du retour ? Sylvie Baton a-t-elle fait une mauvaise rencontre ou a-t-elle tout simplement décidé d'aller boire un dernier verre avant d'aller se coucher ? Faute d'éléments, les gendarmes se rabattent sur la logique policière traditionnelle. Lorsque on débute une enquête, on sait qu'à 80%, les crimes de sang sont des crimes d'entourage. Les gendarmes s'intéressent alors logiquement au petit ami de Sylvie Baton, Carlos Ferrer, le suspect numéro 1. Les gendarmes montent un stratagème. Ils demandent à la sœur de Carlos de l'appeler pour lui annoncer que Sylvie a eu un simple accident. Elle m'a dit que Sylvie avait eu un accident grave. C'est ce que la gendarmerie, les policiers lui avaient demandé de dire, quoi. En fait, les enquêteurs veulent surtout observer l'attitude de Carlos, voir comment le petit ami de la victime réagit à l'annonce du décès. Ils m'ont demandé si je savais pourquoi j'étais là, etc. Quand ils m'ont annoncé qu'elle avait été assassinée, ça a été un choc terrible, mais tout explose dans la tête et mais il fallait que je reste un minimum lucide parce que on a continué à m'interroger encore pendant des heures, quoi. Et ça a été très dur. Face aux enquêteurs, Carlos s'accroche désespérément à son alibi. Il n'était pas à Avallon le jour du drame. Quand c'est arrivé, j'étais au Portugal, quoi, parce que ma mère avait besoin que j'aille la rejoindre parce qu'elle faisait des travaux dans la maison, elle s'en sortait pas toute seule, quoi. Sans responsabilité apparente,
Carlos Ferrer n'est pas retenu plus longtemps en garde à vue. Dans le cercle des proches soupçonnés, c'est maintenant au tour de Marc Baton, le propre frère de Sylvie, la victime, d'être entendu. C'est quelqu'un de passif, quelqu'un de secret, un homme de bois, un homme de champ, champ la terre, alors que sa sœur était une fille de livre, une fille studieuse. Ils sont un peu l'opposé. Sylvie, c'était l'intello, lui, c'était le manuel. Mais ça ne notait pas une grande complicité entre eux et beaucoup de sentiments. Ils étaient quand même toujours un peu dans des rapports un peu tendus, quoi, tous les deux. Marc, le frère de Sylvie Baton, a également un alibi. À l'heure du crime, il était chez lui avec sa femme. Il est relâché par les enquêteurs pour l'instant. La presse de son côté met la pression. L'enquête piétine. La psychose s'empare d'Avallon. Il faut donc trouver un coupable, et vite. J'ai le souvenir d'une société qui voulait savoir. Cet événement avait fait irruption d'une manière très brutale et on voulait savoir qui et quoi et comment, et pour essayer presque, j'allais dire, d'exorciser. Dans la maison de Sylvie Baton, un élément étonnant intrigue les enquêteurs. Les fils du téléphone ont été coupés. Pourquoi? Par qui? Sylvie serait-elle tombée dans un piège? Les gendarmes notent aussi qu'au moment du drame, la porte de la maison est restée ouverte, sans trace d'effraction. Sylvie Baton connaissait-elle son assassin? Lui a-t-elle ouvert la porte? Les gendarmes remontent alors la piste des anciens locataires. Ils se sont intéressés aux anciens occupants de la maison qui auraient pu avoir encore une clé, garder un double de clé, quoi. Précisément, un ancien locataire, un certain Armando da Silva, retient l'attention des gendarmes. L'homme est impulsif, il affiche surtout un physique impressionnant, comme le tueur qui s'est acharné sur Sylvie Baton. Armando avait une réputation un peu de bagarreur, quoi. Enfin, pas forcément de bagarreur, mais de dur, parce que c'était un gars costaud et il fallait pas le chercher. Dès le premier interrogatoire, les gendarmes ont leur conviction. Ils ont face à eux l'assassin de Sylvie Baton. Vous avez passé 4 ans dans la maison, vous avez fait un double des clés, vous êtes sans emploi, vous êtes jeune, vous êtes peut-être impulsif. Armando da Silva a 29 ans. Il est au chômage après avoir quitté un job dans une boîte de nuit. Il habite dans la région depuis longtemps et il connaît la victime. Fin juillet 1989, 3 mois après la mort de Sylvie Baton, l'étau se resserre autour d'Armando da Silva. Après les intuitions, voici les preuves. Les cheveux retrouvés dans la baignoire et dans la chambre de Sylvie Baton sont ceux d'Armando. Un principe de base, c'est quand vous rentrez dans un endroit, vous laissez des traces, et quand vous sortez de cet endroit, vous emmenez des traces de cet endroit. Donc forcément, la trace du tueur, elle est là. L'affaire était affreuse. Monsieur da Silva, il y avait ses cheveux dans la maison de Sylvie Baton. Il avait habité là, ça ne pouvait être que lui. Le rapport des experts indique que le taux de corrélation entre les cheveux retrouvés et ceux d'Armando est de 83%. Face aux experts, Armando nie être l'auteur des faits. Il peine à expliquer pourquoi un de ses cheveux est retrouvé sur la scène de crime. Il concède aux gendarmes que Sylvie Baton est une connaissance, mais sans plus. Selon ses déclarations, le soir du drame, il était chez lui avec sa femme qui va confirmer son alibi. Et si Armando disait la vérité, les analyses à l'époque étaient-elles vraiment fiables? Quoi qu'il en soit, l'homme est mis en examen. Le 24 juillet 1989, Armando da Silva est incarcéré à la prison d'Auxerre. Pour la première fois, Avallon respire enfin. 3 mois après le drame, l'assassin présumé de Sylvie Baton est derrière les barreaux. On se dit, on a trouvé quelqu'un.
Donc c'est une forme de réponse à la question, il faut trouver vite. C'est quelqu'un qu'on connaît. Enfin... À partir de là, on cherchait vraiment lui reprocher quelque chose. Donc on pensait peut-être, on voulait vraiment, excusez-moi le terme, le charger. Il manque effectivement aux enquêteurs le mobile du crime. Que faisait Armando da Silva dans la maison de Sylvie? Pourquoi est-il passé voir Sylvie Baton, sachant que ce soir-là, son petit ami Carlos était au Portugal? Pour les enquêteurs, le crime passionnel ne fait plus aucun doute. Rien n'aurait permis de penser dans la vie d'Armando da Silva, la vie apparente, on ne sait jamais la vie cachée des gens, en définitive, qui puisse tromper sa femme avec une jeune fille comme Sylvie Baton. Avec le temps qui passe, le doute s'installe. Tous ceux qui connaissent Armando ne peuvent imaginer qu'il a le profil d'un tueur ou d'un violeur. Ma fille, à l'époque, elle avait 18 ans, donc elle commençait à sortir et tout. Et comme j'aimais pas qu'elle rentre toute seule, c'est Armando qui toujours me la redéposait devant chez moi le soir. Il n'y a jamais eu de soucis, jamais rien. Malgré les preuves et les traces d'ADN, la population refuse obstinément de croire à cette histoire de crime passionnel. Il y avait beaucoup de gens dans Avallon qui étaient persuadés de son innocence, énormément. On souhaiterait tellement que ce soit un extraterrestre. Pas nous, pas quelqu'un qu'on connaît, pas, vous voyez, ça oui, c'est aussi, ça fait partie de l'exorcisme des crimes, on voudrait que ce soit des gens très particuliers, très autres, pas loin, voilà. Nous sommes en janvier 1991. Sylvie Baton est morte depuis presque 2 ans. Du fond de sa cellule, Armando da Silva hurle son innocence, même si tout l'accable. Le prisonnier change alors d'avocat. Il s'entoure d'un des ténors du barreau, Maître Lombard, et sa fille, Martine. Les 2 avocats, père et fille, se passionnent pour ce dossier. À leurs yeux, il s'agit d'une erreur judiciaire. Reste la preuve irréfutable qui accuse leur client. Les cheveux d'Armando da Silva sur le lit de la victime. Ça faisait à peu près 14 mois qu'il était incarcéré. On trouve enfin un laboratoire qui procède à une nouvelle expertise avec des moyens extrêmement pointus. Mais l'expertise à l'époque coûtait très cher puisque c'était pas une expertise habituelle, si vous voulez. Et là, les experts ont conclu au fait que ce n'était pas un cheveu de M. da Silva. 18 mois après son incarcération, Armando est finalement relâché, faute de preuves évidentes, mais il n'est pas totalement blanchi. Il reste toujours mis en examen, inculpé à l'époque, pour homicide. Une décision totalement incompréhensible aux yeux des proches de la victime. Ah bah lui, il a été détruit. Heureusement qu'il y avait sa femme, je pense, hein, et puis ses proches qui le soutenaient. Et moi, je me souviens plus du malaise après que du soulagement au moment. Voilà. Avallon, c'est quand même, c'est assez petit, si vous voulez. Tout le monde était au courant qu'il était soupçonné du meurtre de Sylvie Baton. Ça a été extrêmement dur pour lui. C'est sûr que ce genre d'épisode, si vous voulez, ne donne pas l'impression d'une enquête sereine et déterminée qui aboutit à coup sûr. Là, on n'est pas dans le domaine d'Hercule Poirot. Là, on a quand même d'évidence comme une erreur. Pour Roger et Daniel Baton, les parents de la victime, la justice des hommes est difficile à comprendre. Pourquoi Armando est-il libre alors qu'il reste mis en examen? Pourquoi les gendarmes ne parviennent-ils pas à boucler leur enquête? La justice a-t-elle quelque chose à cacher? Les parents de Sylvie Baton vivent toujours dans l'angoisse et l'incompréhension. Alors quand une enquête n'aboutit pas, que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre dossier, que la justice ne vous tient pas au courant, qu'il ne se passe plus rien, que le juge ne vous parle plus, bon, d'abord il y a toute l'angoisse qui peut être liée à ce vide, à cette absence d'information. Là, les gens ont commencé à se dire ce n'est pas si simple que de trouver vite quelqu'un qui. Qui Vous passez votre temps avec ce point d'interrogation et ça peut être un proche, mais c'est terrible de penser qu'on peut vivre avec le criminel au quotidien. Dans la détresse, les parents de Sylvie Baton doivent résister aux sirènes des faux espoirs. Et puis il va y avoir les voyants qui vont apparaître, les médiums, les faux témoins. Alors là, les esprits se sont complètement déchaînés. On a dit tout et n'importe quoi. Des ragots, des rumeurs. Pourtant,
ils vont relancer l'enquête. 6 ans ont passé depuis le meurtre de Sylvie Baton. À Avallon, les gens se mettent à parler. Et la rumeur de la ville évoque même un règlement de compte dans le milieu de la drogue. Sylvie Baton ne serait pas la jeune étudiante timide et sérieuse que l'on imagine. Elle aurait une double vie. Sylvie ferait du trafic de stupéfiants et recevrait chez elle des toxicomanes. Des rumeurs insupportables pour les parents de Sylvie. Ils décident alors de participer à une émission de télévision pour relancer l'enquête et faire taire les ragots. On a fait le tour un peu de tout ce qui a pu être dit ou évoqué. Est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose? Je voudrais dire une dernière chose, c'est que quand un assassin comme ça, ou quand des assassins tuent une personne, ils ne tuent pas une personne, c'est une famille entière. Et ma famille, c'était mon mari, mes enfants. J'ai mon mari, mon fils, mais ma fille me manque terriblement. Cette émission n'a fait qu'alimenter encore plus les rumeurs autour de la drogue. Moi j'avais pas voulu participer. On n'avait rien à dire, c'était rajouter du fantasme au fantasme. Au lendemain de l'émission Témoin numéro 1, tout l'Avallonnais avait sa pierre à porter à l'édifice et à téléphoner pour donner des détails ou faire des témoignages dans l'espoir d'avoir une heure de gloire. Comme il n'y avait rien, je crois qu'ils ont fini par donner foi aux rumeurs, quoi, malheureusement. L'émotion qu'a suscité ce meurtre dans une toute petite ville comme ça, forcément, à un moment donné, laisse la place aux rumeurs les plus folles. Ce serait certainement pas passé comme ça à Marseille ou à Paris. Donc il fallait trouver une explication. Le lendemain de l'émission, les gendarmes recueillent les fruits de la délation. Parmi des centaines de coups de téléphone, un appel retient leur attention. Une habitante d'Avallon le jure. À l'époque, elle venait avec son frère se fournir en drogue chez Sylvie Baton et son petit ami Carlos. Ce témoin affirme même y avoir rencontré Georges, le frère de Carlos. Et ce n'est pas tout. Le témoin accuse également Marc Baton, le propre frère de Sylvie Baton, déjà soupçonné. On le questionne encore sur ce trafic, sur le milieu dans lequel il pouvait baigner en 1989. Et les éventuelles implications de sa sœur dans un trafic de drogue également. On allait tous dans les mêmes cafés, donc forcément on était tous copains. La carapace finit toujours par tomber à un moment ou à un autre. On était tous sous pression. Carlos, Georges son frère et Marc Baton, le propre frère de la victime, sont placés en garde à vue. Et si le trafic de drogue était à l'origine de l'assassinat de l'étudiante? Et on a trouvé, entre guillemets, à se mettre sous la dent uniquement que l'existence d'un groupe de copains au milieu duquel circulent de temps en temps des joints. L'interrogatoire ne mène à rien, car le témoignage recueilli après l'émission de télé est flou et les déclarations de l'accusatrice incohérentes. Ils se sont rendus compte qu'elle fabulait totalement. Derrière ce énième rebondissement se cache en fait une banale histoire de vengeance familiale. Son but, c'était se venger de son frère et de le mêler à une histoire de trafic. Et en fait, nous, on n'avait rien à voir dans l'histoire, quoi. Faute de preuves, Carlos, son frère Georges et Marc, le petit frère de la victime, sont finalement relâchés et totalement blanchis. Les gens racontaient un peu n'importe quoi et il leur fallait, je pense, à tout prix, un coupable. Voilà. J'ai eu très peur que ça s'arrête là, vu qu'ils avaient vraiment exploité à fond l'hypothèse du trafic de drogue et que ça n'amenait nulle part, à zéro, à rien. Moi j'avais qu'une hantise, c'est que le dossier soit clos. Ouais. 16 ans après le meurtre de Sylvie Baton, à Avallon, plus personne ne croit que le meurtrier sera un jour démasqué. Et pour cause. À l'époque, dans le département de l'Yonne, les affaires de disparition mystérieuse se multiplient. Le spectre du tueur en série, Émile Louis, qui n'est en rien concerné par cette affaire, plane encore sur la région.
À l'époque, ça devait être assez douloureux dans Lyon pour les enquêteurs d'avoir tant d'affaires non résolues, surtout sur des jeunes femmes. C'était quand même un sacré constat d'échec. Le rapport du Conseil supérieur de la magistrature qui avait été effectué à l'époque de l'affaire Émile Louis, mais qui englobait toutes les affaires, y compris l'affaire Baton, nous indiquait qu'il y avait 0,00% de résolution d'affaires criminelles sur les femmes à Auxerre. Des femmes qui disparaissent, aucune arrestation. En septembre 2005, alors que personne ne croit plus en rien, un nouveau magistrat, un homme déterminé, le juge Pratt, reprend tout le dossier. Quand j'arrive à mon cabinet en septembre 2005 à Auxerre, j'ai une 60-70 dossiers en cours d'instruction, dont un vieux dossier qui remontait à 1989, qui était une affaire non résolue, l'affaire Sylvie Baton. Ma prédécesseuse m'avait laissé d'ailleurs un petit mot, un post-it, en disant qu'on pouvait renvoyer le dossier chez le procureur de la République pour clôturer l'affaire. Et à ce moment-là, nous étions en plein dans les affaires Fourniret, donc 2004-2005. Le ministère de la Justice, la chancellerie, avait demandé à l'ensemble des juges qui avaient des affaires criminelles non résolues de procéder à des recherches dans les archives de ces dossiers pour vérifier si on ne trouvait pas l'ADN de Michel Fourniret. Et c'est ainsi que le dossier Sylvie Baton n'a pas été clôturé, mais qu'il est resté ouvert. Surnommé le monstre des Ardennes, Michel Fourniret est un violeur et un tueur en série. Enfin une nouvelle piste dans le meurtre de Sylvie Baton. Lui, c'était un prolo de base qui est devenu, à la force du poignet, contremaître. Pour comprendre la personnalité de Michel Fourniret, revenons quelques années en arrière, avant la mort de Sylvie Baton. Nous sommes en 1987. À la prison de Fleury-Mérogis, Michel Fourniret purge sa peine pour une quinzaine d'agressions et de viols sur des jeunes filles. À sa sortie, sa femme, Monique Olivier, est à ses côtés. Il démarre une nouvelle vie. Quand Michel Fourniret sort de prison, il s'installe avec Monique Olivier à Saint-Cyr-les-Colons, dans une petite maison, dans Lyon. Or, le village de Saint-Cyr-les-Colons est situé à une demi-heure de route seulement d'Avallon. Le couple est discret et semble mener une vie des plus banales. Il projette d'ouvrir un gîte rural. Mais un soir, sur les routes de Lyon, Michel Fourniret récidive. Avec la complicité de sa femme, il viole et tue une jeune lycéenne d'Auxerre. C'est la première d'une longue série de victimes. Les enquêteurs se demandent si Michel Fourniret ne serait pas le chaînon manquant dans l'emploi du temps de Sylvie Baton. Aurait-elle croisé le couple diabolique le soir du crime ? Reste un petit détail qui ne colle pas. Chaque criminel en série a son mode opératoire, il a son fonctionnement, sa façon de tuer. Mais dans leur mode opératoire, il y a quelque chose qu'ils font systématiquement sur toutes les victimes, qui est le fruit de leur histoire. En réalité, ce mode opératoire peut évoluer. Donc on peut tuer de plusieurs façons. Fourniret tue de plusieurs façons. Il a laissé certaines de ses victimes dans l'eau, dans une baignoire et dans une maison de cette façon-là, jamais. Pas de chance pour les enquêteurs. Michel Fourniret n'est plus dans Lyon au moment des faits. L'hypothèse du monstre des Ardennes s'efface d'elle-même. Désormais à la recherche d'un tueur en série, les enquêteurs élargissent le cercle des investigations. Ils font le rapprochement entre deux assassinats de jeunes femmes non élucidés. Le meurtre de Pascal Escarfaille à Paris et celui de Sylvie Baton qui habitait dans cette maison appartenant à cette même famille Escarfaille. Il se trouve qu'il y a une histoire extraordinaire, c'est que le petit pavillon dans lequel elle vivait appartenait à la famille d'une des victimes de Guy Georges. Guy Georges, le tueur en série, c'est lui qui a assassiné Pascal Escarfaille. Mais à ce moment-là, tout le monde l'ignore. Les enquêteurs vérifient alors s'il existe des points communs entre ces deux crimes. Les policiers de la brigade criminelle de Paris et les gendarmes d'Auxerre vont mettre en regard en fait les similitudes, les rapprochements éventuels sur ces deux meurtres. Nous avons retrouvé ce document d'enquête vieux de 20 ans. Sur ce tableau, voici les incroyables similitudes entre ces deux crimes. Dans les deux cas, la victime est une étudiante en lettres et à chaque fois, elle rentrait d'un dîner. Elles ont toutes les deux péri la nuit, visiblement entre 23h et minuit, et toutes les deux un jeudi. Toutes les deux, visiblement, ont dû ouvrir la porte à leur agresseur. En tout cas, il n'y a pas de trace d'effraction sur les portes.
Et il y a encore plus troublant. Chez Sylvie Baton, le fil du téléphone a été sectionné. Chez Pascal Escarfaille aussi. L'une a été assassinée à Avallon, l'autre à Paris, à 300 km de là. Mais surtout, dans les deux cas, c'est la même entreprise qui a installé le téléphone. Il n'en faut pas plus pour qu'un technicien qui fait de fréquents allers-retours entre Paris et la Bourgogne soit interpellé. Sachant que ce type allait à Dijon, allait à Avallon, était susceptible d'avoir pu aussi rencontrer Sylvie Baton, il est devenu à un moment donné le suspect numéro 1. Mais une fois de plus, les enquêteurs font fausse route. Il ne s'agit que d'une stupéfiante coïncidence. L'installateur est mis hors de cause. Pour le juge Pratt, qui ne veut pas lâcher l'enquête, il faut tout reprendre à zéro. Et pour commencer, il faudrait mettre la main sur les preuves où l'on peut retrouver des empreintes génétiques du tueur. Mais où sont ces scellés vieux de 17 ans? J'arrive dans la salle des scellés avec l'aide d'un greffier et là, nous nous rendons compte que les scellés ont disparu. Sans scellés, sans preuves, l'enquête est-elle condamnée? Donc nous avons fouillé l'ensemble du sous-sol du palais de justice d'Auxerre et un coup de chance véritable, nous avons retrouvé les scellés. Je les ai retrouvés sous une table, dans un carton, dans une pièce où ils n'avaient rien à faire, qui était une pièce où visiblement ils étaient destinés à partir à la destruction. Mais heureusement, ils étaient en excellent état, bien conservés, au sec et donc tout à fait exploitables. Il est allé chercher l'élément matériel, l'élément scientifique. J'ai donc sélectionné un certain nombre de ces scellés. J'ai pris contact avec l'experte ADN avec laquelle j'avais l'habitude de travailler et je lui ai envoyé l'ensemble de ces scellés en lui demandant de faire le maximum pour essayer de les exploiter à nouveau et de trouver quelque chose. Voilà. Et le 24 juillet 2006, le laboratoire découvre 2 traces de sperme mélangées à du sang. Un ADN masculin, une tache de la taille d'un grain de sel, c'est l'espoir qui renaît. Il y a un pourcentage assez élevé de probabilité que cet ADN masculin inconnu corresponde à quelqu'un qui serait ou un frère ou un cousin, du moins quelqu'un de la famille de Carlos Ferrer. Et là, dans le dossier apparaît une personne, c'est le frère. Coup de théâtre. Pour la 3e fois depuis 17 ans, Georges, le frère de Carlos, déjà mis en cause pour l'histoire du vrai-faux trafic de drogue, est à nouveau placé en garde à vue. Georges Ferrer doit expliquer pourquoi, avec une probabilité de 98%, on retrouve son ADN sur le lit de Sylvie Baton. Ils ont remis mon frère en garde à vue et là il a eu, il a morflé un peu quoi. L'ADN, l'accusé à 98,6%, ça laisse pas beaucoup de place au doute quoi. Et pourtant, doute, il y a. Le magistrat ordonne des analyses complémentaires. Les nouveaux résultats tombent et là, stupeur, l'ADN retrouvé sur la scène de crime n'est pas celui du suspect. Les fameux 98% étaient en fait une erreur de statistique. Georges, le frère du petit ami de Sylvie Baton, est mis hors de cause. Cela permet au frère de M. Ferrer d'être totalement blanchi dans cette affaire-là. Mais, en tant que juge d'instruction, je me retrouve avec un ADN masculin inconnu, et à devoir chercher une aiguille dans une botte de foin. Le juge Pratt demande alors que cet ADN inconnu, retrouvé sur la scène de crime, puisse être comparé aux empreintes présentes dans le fichier national des empreintes génétiques. Au niveau national, c'est l'échec. La trace d'ADN ne correspond à aucun violeur ou criminel déjà identifié en France. J'ai appelé Interpol à Lyon en leur demandant de passer l'empreinte génétique à l'ensemble des 43 fichiers internationaux d'empreintes génétiques qui existaient, afin de voir si, par hasard, cette empreinte ne correspondait pas à quelqu'un de connu, puisque je partais du principe qu'au regard de la sauvagerie avec laquelle Sylvie Baton avait été violée et avait été tuée, il n'était pas impossible que ce soit quelqu'un qui ait déjà commis ce type de fait. Déterminé à ne commettre aucun impair, le juge Pratt pousse Interpol à faire cette fois des recherches dans le monde entier. Et l'ADN va enfin parler.
est désigné Ulrich Münstermann, un violeur en série incarcéré à perpétuité en Allemagne. Les analyses concordent cette fois à 100%. Concernant Ulrich Münstermann, les informations qui me sont transmises à ce moment-là sur son passé sont assez révélatrices. En 1980, il ressort de son casier judiciaire qu'il a commis un viol. C'était une Allemande, qui n'était pas une jeune Allemande, puisqu'elle avait 39 ans. C'était une femme qui faisait un jogging en forêt. Donc il démarre sa vie sexuelle par un viol. 2 ans plus tard, Ulrich Münstermann sort de prison et récidive. Cette fois, Münstermann viole et tue dans des conditions atroces une jeune fille de bonne famille. Münstermann a alors 24 ans, le même âge que sa victime. En Allemagne, l'affaire fait grand bruit, mais le meurtrier est introuvable. Par la suite, il commettra 2 autres viols. Et il disparaît des compteurs radars, hein, c'est clair, il disparaît. Il part en France, on sait qu'il vient à Paris. On sait qu'il va descendre au moins à Auxerre. D'après ce qu'on me dit à l'époque, il avait peut-être des amis dans la région, ça n'a jamais été élucidé. Et puis ensuite, on voit qu'il repart sur l'Angleterre. En 1993, à l'occasion d'un banal contrôle de routine, Ulrich Münstermann est arrêté par la police anglaise. Confondu par son ADN, il est le tueur et le violeur en série recherché par la police allemande. Il sera donc arrêté et extradé vers l'Allemagne à ce moment-là. En 2002, Ulrich Münstermann est condamné à perpétuité pour le meurtre et les viols commis en Allemagne. À l'évidence, on peut qualifier Münstermann sans prendre de risque, puisqu'elle a été condamnée pour plusieurs viols. Il s'agit d'un violeur en série. C'est donc une personne qui, pour moi, est très intéressante à interroger. Et c'est effectivement, en 18 ans, la première fois dans ce dossier-là que la justice française a une piste très sérieuse, avec des éléments matériels incontestables, pour interroger un suspect. Ulrich Münstermann est quant à lui extradé vers la France. Considéré comme un dangereux criminel, il est placé à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis. Et d'emblée, Münstermann clame son innocence. Mais il dit, moi j'ai jamais été dans cette maison, je ne suis pour rien dans ce viol et cette mort. Le passé judiciaire de Münstermann, les traces d'ADN qui correspondent à 100%. Le dossier est chargé, mais le juge Prat poursuit ses investigations. Obstiné, le magistrat cherche sans relâche de nouveaux éléments. Un juge d'instruction lance un appel à témoins pour retracer le parcours et d'éventuels crimes ou délits commis par un homme actuellement détenu à Fleury-Mérogis. Le juge cherche en fait à accumuler les preuves supplémentaires, des témoins, et pour cela, il va passer à la télévision avec une photo. Et qui circulait normalement dans un camping-car de type Volkswagen Combi, un modèle assez classique de couleur bleue. Largement relayé par la télévision, l'appel à témoins va porter ses fruits. À Avallon, il ravive des souvenirs chez la patronne du bar-restaurant. C'était le jour de la foire d'Avallon. J'ai vu le matin un homme rentrer, il s'est mis là, au bout du comptoir. Je me souviens que c'était, il était de race blanche, un blond, châtain blond un petit peu, assez grand, sportif. Ulrich Münstermann, l'homme fait plus d'1,80 m. C'est un culturiste, une force de la nature qui pourrait venir à bout d'une jeune fille d'à peine 60 kilos. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était tout griffé, il est sur les avant-bras. On a dit, tiens, il a dû se battre avec sa femme, ou vous voyez, bon, des blagues de comptoir. Hein. Et j'en ai fait part à la gendarmerie, évidemment. À l'époque, en 1989, les enquêteurs ne prennent peut-être pas assez au sérieux cette déposition. En 2007, cette déclaration est versée au dossier. À cas exceptionnel, procédure hors du commun, pour la première fois dans les annales de la justice, le juge Prat demande à un expert psychiatre d'assister aux auditions. Les expertises psychiatriques sont primordiales. Moi, je voulais véritablement que l'expert psychiatrique puisse voir Ulrich Münstermann sur une longue durée et en situation. Pour le juge et le psychiatre, il s'agit de cerner l'homme dans toute sa complexité, de percer ses contradictions
de dévoiler ses mensonges, de comprendre son raisonnement, d'observer sa gestuelle et l'image qu'il a de lui-même. L'impression qui se dégage, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui donne une impression de force, et je dirais même, ça a choqué quand j'ai pu dire ça, de dignité. Dès que cet homme prenait un stylo, même pour signer un procès-verbal d'audition, vous aviez 3 gendarmes armés qui se rapprochaient de lui, c'est extrêmement impressionnant. Donc on peut parfaitement imaginer aussi, ou tenter d'imaginer, ce que pouvait ressentir la victime face à un culturiste de 120 kg de muscles, qui peut inférioriser pratiquement 3 ou 4 gendarmes en uniforme. 4 octobre 2011. 22 ans après la mort de Sylvie Baton, le procès pour le viol et l'assassinat de la jeune fille s'ouvre enfin devant la cour d'assises d'Auxerre. Le procès doit durer 5 jours. Déjà condamné à 22 ans de prison pour meurtre et viol en Allemagne, Ulrich Münstermann, 53 ans, clame son innocence depuis son arrivée en France. Il dit se présenter devant les jurés avec de nouveaux éléments. Il est défendu par Maître Reveste. Cet homme mérite d'être défendu, il y a un vrai doute. L'ADN qui est infaillible, il ne peut pas dire qu'il n'a pas croisé Sylvie Baton. En revanche, l'ADN ne prouve pas qu'il l'a tuée. Dès le premier jour du procès, l'accusé est très impressionnant. Il rentre tout à fait sûr de lui, la tête haute. C'est la puissance. Puissance physique, puissance mentale. Enfin, on a ressenti une espèce de mur en face de nous. Un détachement, une froideur qui sont assez glaçantes. On n'a pas l'impression que c'est lui qui est jugé pour des faits extrêmement graves. Hein. J'ai vu un sadique qui riait, qui s'amusait, qui prenait plaisir à nous voir souffrir, quoi. Il ne scie pas, il ne bronche pas, il est d'une souveraine indifférence. Indifférent ou pas, Münstermann va tout de même devoir s'expliquer sur son emploi du temps il y a plus de 20 ans. A-t-il croisé, oui ou non, la route de Sylvie Baton le 5 mai 1989 ? Ulrich Münstermann dit, depuis le départ, je n'ai pas tué et je n'ai pas violé Sylvie Baton. Ulrich Münstermann n'avoue qu'une seule chose. À l'époque, dit-il, c'est vrai, il est bien du côté d'Avallon avec son camping-car. En ce joli mois de mai, il visite la France. Un jour, il a eu envie de voir la Côte d'Azur en France, parce que la Côte d'Azur. Et donc, il a traversé la France pendant 15 jours, dit-il, avec son camping-car, en allant dans les campings. Il est passé vraisemblablement dans la région d'Avallon, hein, sans d'ailleurs qu'il connaisse le nom de cette ville. Il y a couché au camping un soir, il y a rencontré dans ce camping une jeune fille. Pour lui, c'est une jeune femme qu'il a croisée, qui est venue, certainement de son point de vue, qui est venue le draguer. Hein. C'est elle qui a fait la démarche de venir le draguer parce qu'elle le trouvait si bel homme. Une jeune fille avec laquelle il a eu un rapport sexuel. Et puis qu'il s'est presque laissé faire dans le camping-car pour lui faire plaisir. Et puis la jeune fille est partie. C'est un peu sa version de l'affaire. Et il n'a jamais varié dans ses déclarations. Münstermann reconnaît donc une relation sexuelle, mais consentie, dans son camping-car avec une jeune fille. Était Sylvie Baton? 22 ans après, il n'en a aucun souvenir. Pour les proches de l'étudiante, Münstermann cherche ainsi à salir la victime. Pour eux, cette thèse est absurde et insoutenable. Münstermann et son avocat, ils auraient dû se renseigner parce qu'une fille comme ça aurait existé dans la Vallonnée, une fille qui va draguer dans les campings à minuit, qui baise avec Pierre-Paul Jacques, il n'y a pas d'autre mot, elle aurait été connue jusqu'au fin fond du Morvan. Dans le box, Münstermann veut préciser sa version. Et il raconte aux jurés que Sylvie Baton ne serait pas venue dans son camping-car pour le draguer, mais pour toute autre chose. C'est la thèse de Münstermann qui dit que Sylvie Baton serait venue au camping le soir du meurtre pour chercher de la drogue et que c'était ça la raison de sa venue au camping. Et Sylvie parlait surtout parfaitement l'allemand. Reste à trouver une ultime parade pour Münstermann. Comment l'accusé peut-il justifier cette preuve qui l'accable, une goutte de sperme sur le lit de la victime? Il comprend que son ADN puisse être trouvé sur le drap et sur la couverture de cette jeune fille, parce qu'il a eu une relation sexuelle non protégée avec elle.
Mais en gros, ce qu'il dit, c'est effectivement, j'ai eu un rapport sexuel avec une Française. J'ai pas pensé à récupérer mon sperme quand elle est partie. Donc elle est peut-être tombée sur un salopard. J'ai rien à voir avec tout ça. Ça supposerait que Sylvie Baton ait eu la malchance, dans une petite ville comme Avallon, de tomber sur 2 tueurs à quelques heures d'intervalle. C'est vraiment... pourquoi pas, hein, mais c'est quand même... Dans sa défense, Munsterman explique avoir eu une relation sexuelle dans le camping-car. Une relation non protégée. Voilà comment, selon lui, une goutte de sperme aurait pu passer des vêtements de Sylvie Baton à la couverture de son lit. Bref, Munsterman tente de convaincre la cour que le véritable assassin court toujours. Il est capable d'instiller le doute, avec une sorte de déni massif et cynique. Les jurés vont-ils douter comme le souhaite l'accusé? Peut-être, car du côté de l'accusation, on est bien incapable de produire des témoins crédibles. 22 ans après, les souvenirs se font rares. Puis alors moi, ce qu'il y a, c'est que je ne l'ai pas reconnu du tout au tribunal. Comment se construit une certitude autant d'années après? Parce qu'en fait, c'est vieux, hein. C'est trop vieux. Et moi, j'ai un peu focalisé, je m'étais à l'époque focalisée sur les bras. Je n'avais pas trop regardé son visage. Si je devais témoigner de choses qui se sont passées en 89, que j'ai faites moi-même, j'aurais bien du mal à me souvenir si je l'ai fait, si c'était le matin, si c'était au mois de mai, si c'était au mois de juin, si c'était en 89 ou en 90. La défense de Munsterman fait savoir qu'aucune empreinte digitale, aucune trace de pas n'a été retrouvée sur la scène de crime. Un meurtre d'une rare violence, car la victime a été frappée, ligotée, violée, étranglée. Comment expliquer dans ces conditions qu'on ne retrouve qu'une minuscule trace de sang et de sperme mêlés? Il faut savoir que lorsqu'on découvre un corps, quasi toujours, la scène de crime a été modifiée. Munsterman aurait-il pu prendre le temps d'effacer toutes ces traces? Est-ce possible? Il y a quand même nécessairement plusieurs endroits d'interrogation. Mais il fait douter. Il fait douter alors qu'on a de l'ADN à ne plus savoir qu'en faire. Et l'ADN ne suffit pas. Dans un instant, vous allez découvrir l'incroyable rebondissement du procès d'Ulrich Munsterman. Pourquoi une nouvelle piste apparaît-elle le dernier jour du procès? Dans le soir du meurtre, il a vu rentrer chez Sylvie Baton un noir. Alors, qui était vraiment la victime? Ulrich Munsterman va-t-il gagner l'intime conviction des jurés? Cour d'assises de Lyon. Le procès d'Ulrich Munsterman en est à son dernier jour. La défense évoque alors un élément qui n'a jamais été dévoilé. Sylvie Baton, la jeune fille rangée, avait un amant. Sylvie Baton, elle avait, en tout cas, elle a eu avant les faits, une relation avec un garçon ghanéen. C'était une histoire qu'elle avait à Dijon en parallèle avec son histoire d'Avallon avec M. Ferrer. Un détail qui semble avoir été ignoré par les enquêteurs. Je l'avais délaissé, j'avais eu moi-même 2-3 aventures et je l'ai un peu poussé dans les bras d'un autre, comme on dit. Mais la circonstance que Sylvie Baton avait eu une relation amoureuse avec un noir, ça a alimenté la chronique. Et il était très amoureux. Et il semble quand même que ce soit elle qui ait mis fin à cette relation. Il était dijonnais, Sylvie Baton a eu une aventure de quelques semaines, je crois, uniquement avec lui. Et puis cette aventure a tourné court et leurs chemins se sont séparés. Elle a refait, elle est revenue dans les bras de M. Ferrer et il s'est marre. Comment expliquer que cette piste surgisse 22 ans après le drame? Pourquoi les enquêteurs ne se sont-ils pas attachés à cette liaison? Il y a plusieurs personnes qui ont été entendues au début de l'enquête, dont au moins une dit très précisément que ce soir-là, dans le soir du meurtre, il a vu rentrer chez Sylvie Baton un noir. Alors, ce jeune homme d'origine ghanéenne
Pourrait-il être le tueur de Sylvie Bâton? Serait-il venu lui réclamer des lettres qu'elle aurait pu garder chez elle, comme le laisse entendre l'avocat? Et il apparaît qu'il lui a écrit un certain nombre de lettres dans lesquelles il se plaignait de cette rupture imposée par Sylvie. Quand on lit ces lettres, les lettres qu'on a retrouvées chez Sylvie Bâton, qui sont des lettres qu'il lui adressait à elle et qu'elle avait gardées, oui, il y a des formules qui sont des formules qu'on peut interpréter comme des menaces. Ça, c'est très clair. Des formules, non, je ne peux pas le supporter, je n'accepte pas, il faut faire attention, en gros, la vie est fragile. S'agit-il d'une menace? Voulait-il attenter à la vie de Sylvie Bâton? Pour les avocats qui défendent les proches de la victime, cette histoire de lettres et d'amant ghanéen ne vaut rien. Pour eux, il s'agit d'une manœuvre de dernière minute, une manipulation grossière pour embrouiller les jurés. Et c'est un peu, à mon avis, une stratégie pour tenter de se disculper, d'échapper à sa responsabilité pénale. Mais ce deuxième homme, on n'en a jamais trouvé la trace. Et c'est pas parce qu'il y a des lettres qui sont dites à l'audience que ça change quelque chose. Il existe même un gros doute sur l'existence de ces courriers, qui n'auraient jamais été retrouvés. Les avocats qui défendent les proches de Sylvie Bâton sont ulcérés. Ils ne comprennent pas pourquoi cet élément n'apparaît que dans les derniers instants du procès, au moment de la plaidoirie de Maître Revest, le défenseur de Munsterman. Il faut savoir qu'on nous a évoqué ces pistes au cours de la plaidoirie, on n'a pas évoqué ça au cours de l'audience en elle-même. J'ai essayé d'exprimer les choses telles que je les ressentais, avec mon métier, mes mots, mon cœur d'avocat. Je crois que Maître Revest a entretenu la confusion volontairement pour continuer à mettre le doute, mais ça n'a absolument rien à voir, quoi. Mais que va peser cet argument de dernière minute alors qu'aucun dossier ne confirmant les faits n'a été appelé et que les lettres ne sont pas dans le dossier? Pour Carlos, la ligne de défense de Munsterman ne tient pas, et cela pour une bonne raison. Au moment des faits, Sylvie ne voulait pas avoir de relations sexuelles pour une raison intime que seul Carlos connaît. Sylvie, à l'époque, quand ça s'est produit, elle venait d'avorter. Très peu de temps avant, c'était un avortement qui a été très dur. Physiquement et psychiquement, elle n'était pas bien. Après 5 jours de débat, les jurés se retirent pour délibérer et répondre à cette question. Ulrich Munsterman a-t-il violé et tué Sylvie Bâton? Pour Carlos, l'ex-petit ami de la victime, l'heure du verdict approche. Moi, personnellement, j'ai été complètement traumatisé et je le suis encore. On n'est pas sorti de tout ça, quoi. Et ça fait 22 ans que ça dure, quoi. 4 heures plus tard, fin des délibérés. Le verdict tombe. Ulrich Munsterman est reconnu coupable pour le viol et l'assassinat de Sylvie Bâton. Il est condamné à la peine maximum, la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Pour la mère de Sylvie Bâton, cette condamnation est un soulagement. C'est difficile à imaginer pour nous qui n'y avons pas été confrontés, mais 22 ans, c'est énorme. C'est le temps de la vie de Sylvie Bâton. On essaie de se mettre à leur place et je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir. Ulrich Munsterman fait immédiatement appel. Un nouveau procès devrait se tenir dans les mois à venir. Le système pénal n'a jamais eu pour objectif de réparer les douleurs. Ça laisse un goût d'inachevé parce que tout le monde s'attendait 22 ans après quand même à avoir au moins quelques explications. Alors Munsterman va juste esquiver à un moment donné de dire que c'est peut-être Sylvie Bâton. Il va dire le nom à un moment donné de Sylvie Bâton alors qu'il avait toujours dit c'est une Française que j'ai croisée. Mais c'est très peu pour la famille qui attendait quelques explications. À la sortie du tribunal, la mère de Sylvie Bâton n'a plus son mari à ses côtés. Le père de la victime est décédé en 2005. Il est mort pensant peut-être que Marc Bâton, son propre fils,
avait peut-être tué sa sœur, Sylvie Bâton. Nous partons maintenant du côté de la Suisse, où, vous le savez sans doute, chaque année, près de 100 000 Français passent la frontière tout simplement pour aller travailler. Et c'est sans doute l'exemple qu'a voulu suivre lui aussi Freddy Liot il y a quelques années. Freddy Liot est carreleur, il a 25 ans, il est originaire de la Manche et lui aussi cherche du travail. Le 6 septembre 2007, la famille du jeune homme s'interroge quand même, car depuis quelques jours, l'ouvrier ne donne plus aucun signe de vie. Et ses parents s'inquiètent, d'autant qu'ils reçoivent d'étranges appels. Très vite, ils apprennent que leur fils a été enlevé. On leur demande une rançon de 75 000 €. Mais pourquoi ? Pourquoi ce kidnapping? Qui sont les ravisseurs? Doivent-ils alerter la police ou au contraire verser l'argent pour espérer un jour revoir Freddy vivant? Voici donc l'affaire Liot, un étrange enlèvement d'Andrea Rédinger et Valérie Thomas Laloubert. Près de la frontière suisse, un jeune maçon, Freddy Liot, 25 ans, disparaît mystérieusement. Sa famille vit dans l'angoisse. À l'autre bout du fil, un inconnu réclame une rançon. Il m'a dit, si vous voulez revoir votre fils vivant, c'est 75 000 €. On voit ça dans les films, mais on se dit, c'est pas possible que ça se réalise chez nous. C'est pas possible. Alors, qui a bien pu enlever Freddy? Qui peut en vouloir à ce jeune maçon? C'était quelqu'un qui travaillait bien, qui avait une bonne cadence, qui se plaignait pas. Vraiment quelqu'un de très gentil. Gentil, sociable et travailleur. C'est vrai que c'est un truc qui me... je comprends pas. Fou d'inquiétude, ses parents se lancent à sa recherche. Ils se rendent d'abord chez lui, en Suisse. Avant de rentrer dans la chambre, j'avais du mal. Hein. J'avais peur de le retrouver mort dans sa chambre. Qu'est-ce que j'avais peur? On était complètement en état de choc total. Freddy Liot est-il vivant, mort ou séquestré? Près du Mont Saint-Michel, la petite ville d'Avranches en Normandie. C'est dans cette villa cossue que vit la famille Liot. François travaille dans le bâtiment, Anne-Marie est assistante maternelle. Ils ont 2 enfants, une famille sans histoire. Pourtant, en septembre 2007, ce couple bien tranquille va vivre un épouvantable calvaire. Leur fils cadet, Freddy, disparaît. La chambre de Freddy. 4 ans et demi après cette disparition, la mère garde encore intacte la chambre de son fils. Je rentre dans sa chambre, je sens son odeur, c'est dur pour moi. Et quand je regarde ses affaires, je ne peux pas. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi Freddy n'a plus donné aucun signe de vie? Où peut-il bien être? Dans ce pavillon bien tranquille, une famille va basculer dans l'horreur. Freddy travaille dans le bâtiment, comme son père. Il est carreleur. Mais il ne trouve pas d'emploi en Normandie. Alors, en juin 2007, sur les conseils de sa sœur, il part en Suisse. Il quitte pour la première fois sa maison familiale. À Genève, il espère avoir plus de chance, plus d'argent, plus de liberté. Le jeune homme a envie de découvrir de nouveaux horizons. Ses parents ne le reverront jamais. En arrivant à Genève, Freddy Liot cherche du travail. Il se rend dans 7 agences intérimaires. Patricia, une employée, se souvient très bien de leur rencontre. J'ai vu que c'était quelqu'un un petit peu réservé, un petit peu timide, mais tout de suite, au bout de 10 minutes, il a commencé à discuter avec les autres, avec moi, donc je pense qu'il s'est senti bien. Freddy démarre très vite un chantier. Ses collègues l'apprécient, tout semble aller pour le mieux. C'était quelqu'un qui travaillait bien, qui avait une bonne cadence, qui ne se plaignait pas. Vraiment quelqu'un de très gentil. Gentil, sociable et travailleur. Le jeune homme trouve un petit studio meublé de l'autre côté de la frontière, à Annemasse, en France. Sa vie lui plaît, mais il n'oublie pas ses parents. Il les appelle tous les jours
jusqu'au 3 septembre 2007. Depuis 3 jours, Freddy ne donne plus aucun signe de vie. Ses parents tentent désespérément de le joindre. En Normandie, la famille se ronge les sangs. Freddy a toujours donné de ses nouvelles. Ce n'est pas un garçon à problème. Et c'est vrai que Freddy, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Toujours. Que c'était quelqu'un de gentil, généreux, de confiance, des fois un peu timide, réservé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était très gentil, qui tendait la main à tout le monde. C'est vrai que c'est un truc je comprends pas. Freddy Liot reste injoignable. Aurait-il des ennuis? La famille va rester sans réponse jusqu'à ce soir du 6 septembre 2007 où elle va vivre un véritable cauchemar. Ce soir-là, il est 22h30. Anne-Marie, la maman, reçoit un appel inquiétant. À l'autre bout du fil, une voix d'homme. Je fais allô, puis c'était une voix quand même. Ils me disent, vous êtes la mère de Frédéric? Alors. Il n'avait pas dit Freddy, il avait dit Frédéric. Alors, mais je dis, Frédéric, comment je lui fais? Mais il me dit, vous êtes la mère de Frédéric. Mais je voyais qu'il se fâchait et tout. Il commençait à mettre un peu sa voix assez. Et bon, je l'ai laissé parler et tout. Et puis il me fait comme ça, de toute façon, vous arrêtez à appeler à ce numéro-là parce qu'il est mort ou sinon il est mort. Anne-Marie et François sont désemparés. Comment interpréter ce coup de fil qui paraît si incohérent? S'agit-il d'un canular? Elle n'a pas compris s'il est dit sinon il est mort ou il va être mort. Oui, mais voilà. Et là, ça a coupé. Et c'est là que j'ai dit à mon mari, j'ai reçu un coup de téléphone vraiment bizarre sur Freddy, soit il est mort ou il va être mort. Voilà. Les parents essaient de rappeler leur fils. En vain. Angoissée, la famille quitte la Normandie et part immédiatement à Annemasse. Ils roulent toute la nuit, près de 900 km, sans s'arrêter. C'est vrai que ça a été un voyage long, angoissant, on va dire, très angoissant. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. 10 heures plus tard, à l'aube, ils arrivent enfin devant l'immeuble de Freddy. Leur fils est-il toujours là? Avant de rentrer dans la chambre, j'avais du mal. J'avais peur de le retrouver mort dans sa chambre. Parce que j'avais peur. Oh là là. Même pour marcher, j'arrive plus à marcher. J'ai peur de le trouver. J'ai peur. Oh mon Dieu. Ça a été très très dur. Freddy habite au premier. Mais l'escalier semble interminable. Les parents rentrent alors dans le studio, et là, personne. Heureusement, il n'y avait rien. Et c'est là qu'on a été au commissariat, faire notre déclaration de disparition de Freddy. Épuisés, la peur au ventre, ils se rendent au commissariat pour signaler la disparition de Freddy Liot, ainsi que celle de sa voiture, une Xantia. Mais leur calvaire est loin d'être terminé. 2 jours plus tard, Anne-Marie reçoit un nouvel appel sur son portable et elle croit reconnaître la voix de son fils. Mon téléphone a sonné et c'était que des gémissements de mort, tout en train de mourir. Il demandait du secours, il étouffait, il était dans l'agonie. Il ne demandait pas du secours, mais on sentait que c'était sa fin pour lui. Et au fond, c'était bien... C'était bien sa voix. C'était bien ça, nous, Freddy. On n'enlèvera jamais de notre tête. Oui. Jamais. Freddy serait donc toujours en vie. La famille garde un mince espoir. Mais le soir même, 21h, nouvel appel. Nadia, la sœur de Freddy, décroche. Un homme prétend qu'il a enlevé Freddy et en échange de sa vie, il demande une rançon. Il m'a dit, si vous voulez revoir votre fils vivant, c'est 75 000 €. Et il croyait que c'était moi qui étais au bout du fil. Et je vous rappellerai pour la rançon, mais il me faut 75 000 €. Et le mardi, il fallait lui trouver pour le mardi la rançon de 75 000 €. Pourquoi demander une rançon à une famille aussi modeste? Anne-Marie est assistante maternelle et son mari travaille dans le bâtiment. Comment vont-ils rassembler une telle somme? Qui est cet homme qui prétend détenir Freddy? Nadia ne reconnaît pas du tout cette voix.
une voix bien méchante, bien autoritaire, bien sûr de lui. En tout cas, sa voix elle restera toujours dans ma tête. Le calvaire de la famille Liot n'est pas encore terminé. Le lendemain, 10 septembre, la voiture de Freddy, la Xantia, est retrouvée carbonisée et maculée de sang. Des expertises sont faites. Il s'agit bien du sang de Freddy. Les chances de le retrouver en vie s'amenuisent. Plus qu'il y avait de la progression, plus que ça partait, ça devenait de plus en plus inquiétant, puis ça donnait de moins en moins d'espoir. Et on était complètement en état de choc total. La police judiciaire prend l'affaire en main et décide de placer toute la famille sur écoute au cas où le ravisseur rappellerait. Une course contre la montre s'engage. Freddy a peut-être encore une chance d'être sauvé. Tout le monde est en alerte. La journée de mardi se passe. Aucun coup de fil. Mais le mercredi, 1h du matin. Nouvel appel. Nadia décroche. C'est le ravisseur. Il appelle pour fixer le lieu de remise de la rançon. Le rendez-vous est prévu le lendemain à Lyon, dans un parc. La famille reprend espoir. Va-t-elle enfin retrouver Freddy? C'est une enquêtrice de la police judiciaire qui se substitue à Nadia et se rend sur les lieux de remise de la rançon. Elle attend. Mais personne ne vient. Pourquoi le ravisseur n'est-il pas venu? Qui est cet homme mystérieux qui prétend détenir Freddy Liot? Le lendemain, 16 septembre, la famille Liot va connaître le pire. Cette fois, ce sont les enquêteurs qui les appellent. Un tronc, un bras, une jambe ont été retrouvés dans une rivière. Les expertises ADN sont formelles. Il s'agit bien de Freddy Liot. Catherine Poncet est journaliste dans la presse locale. Elle a couvert toute l'affaire. Le corps, le tronc de Freddy Liot a été retrouvé à moins d'1 kilomètre d'ici, sur un banc de sable par des pêcheurs. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé un bras en Suisse, donc un peu plus loin encore. C'est des promeneurs qui ont retrouvé un morceau de jambe aussi, mais on n'a jamais retrouvé la totalité du corps de la victime. Pour les parents de Freddy, c'est l'anéantissement. C'est ça qui est... Les personnes qui restent souffrent énormément. Hein. C'est vrai que c'est très... Un meurtre, mais qui pouvait en vouloir à Freddy Liot? Un jeune homme célibataire de 25 ans, apprécié de tous et qui venait à peine de quitter le cocon familial. Côté enquête, la police judiciaire a peut-être une piste. Car en examinant les derniers appels passés par Freddy, les policiers ont identifié un homme. Un certain Karim, 28 ans, un collègue de travail. Les policiers le retrouvent chez son ex-femme à Saint-Étienne. Karim est placé en garde à vue. Et après quelques heures, il reconnaît avoir vu Freddy ce jour-là, puis il avoue. Il est coupable de ce crime. Mais le frère de Karim ne veut pas croire une seconde à sa culpabilité. Karim n'aurait jamais pu commettre un tel meurtre. C'est impossible. C'est impossible que ce soit lui qui ait fait ça. Donc moi, j'y crois pas. Vous pouvez me sortir tout ce que vous voulez, j'y crois pas. C'est impossible que mon petit frère ait fait ça. Voilà. C'est quelqu'un dont les faits qui lui sont reprochés ne collent pas avec la personne. J'espère que la juge d'instruction en est consciente. Karim, c'est mon petit frère. On est une famille de 8 personnes, 8 enfants plutôt. C'est l'avant-dernier de la famille. C'est une personne qui est très famille. Il est papa de 2 enfants. Voilà, c'est un jeune sans problème, c'est quelqu'un de complètement ordinaire.
C'est une personne complètement lambda quoi, par rapport aux autres. Alors, Karim, ce bon père de famille, a-t-il assassiné Freddy? A-t-il découpé son cadavre et jeté ses membres dans une rivière? Quelques jours plus tard, le 24 juin, c'est le coup de théâtre lors de la reconstitution. Karim revient sur sa déposition et donne une toute autre version des faits. Ce n'est pas lui qui a tué Freddy. Il raconte. Le soir du drame, il avait donné rendez-vous à Freddy dans son appartement pour boire un verre. Karim revendait occasionnellement du cannabis, mais il ne l'avait pas dit à Freddy. Or, ce soir-là, 2 hommes sont arrivés à l'improviste réclamant des stupéfiants et de l'argent. Ne trouvant ni l'un ni l'autre, ils s'en prennent à Karim. Freddy s'interpose. L'un des hommes le tue. Karim aurait assisté au meurtre, impuissant, sous la menace d'un revolver. Les 2 hommes l'auraient ensuite forcé à appeler les parents de Freddy pour exiger une rançon. Mais qui sont ces 2 hommes? Mystère. Le frère de Karim croit à cette nouvelle version. Il m'a sauvé la vie entre guillemets quoi. Il m'a dit parce qu'il ne serait pas intervenu, on ne sait pas ce qui serait passé. Il m'a dit ça va à une vitesse dingue. Ils parlent entre eux dans une autre langue, je comprends rien de tout ce qu'ils me disent. Moi je suis à genoux et un pistolet sous, pas entre guillemets la tempe, mais bon qui me vise. Je pensais vraiment qu'il allait y passer. On espère la fin du cauchemar, tout simplement. La fin du cauchemar, que la vérité éclate, que les coupables soient retrouvés. Voilà quoi. Ces 2 hommes existent-ils vraiment? Si les policiers ne retrouvent aucune trace de leur passage, pour l'avocat de Karim, l'enquête est loin d'être terminée. J'espère que d'ici là, les enquêtes qui auront été diligentées nous auront permis, sinon d'identifier les 2 auteurs, en tout cas de démontrer la réalité de la présence de ces 2 auteurs, pour que l'on puisse enfin répartir véritablement la culpabilité, la responsabilité de chacun dans ce drame, et surtout la participation de mon client à sa juste place. La famille de Freddy est convaincue que ces 2 hommes n'ont en fait jamais existé. Karim les aurait imaginés pour se disculper. Le meurtrier, c'est lui. Qui a tué Freddy? Karim ou 2 mystérieux trafiquants de drogue? Le procès permettra peut-être de faire la lumière. Deux ans plus tard, Nadia, la sœur de Freddy, attend avec impatience l'ouverture du procès. C'est qu'il mérite justice par rapport à tout ce qu'il a pu subir et qu'on l'a empêché de fonder une famille, on l'a empêché de faire une vie, on lui a enlevé tout ça. Moi, ce qui pourrait m'apaiser, c'est qu'il y ait justice d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait justice. Le procès s'ouvre demain. Comme chaque jour, les parents de Freddy se rendent sur la tombe de leur fils. Ils tiennent à lui montrer qu'ils sont toujours à ses côtés. Tu vois. Beaucoup de personnes là qui se battent pour toi. Mon chéri. On se bat parce qu'on sait qu'ils nous diraient papa et maman, battez-vous. C'est ce que c'est vrai que tant que c'est pas fini, qu'on sait pas, il faut toujours se battre parce que j'espère que la justice, si justice est faite, après, faut faire un trait puis essayer de reprendre la vie. Essayer. Tant bien que mal, on la reprendra tant bien que mal parce que ça sera jamais comme avant, mais bon. Pareil. Au revoir mon chéri. Demain. Allez, bon, au revoir mon chéri. Freddy allait fêter ses 26 ans. Annecy, 1er mars 2009. Un jour terrible pour la famille Liot. Ce matin, le procès démarre. La famille n'a qu'une attente, découvrir enfin la vérité sur la mort de leur fils. Les mines sont crispées, la démarche un peu raide,
Un moment horrible, mais ils veulent faire face. Dans le box des accusés, Karim, 31 ans, un maçon, père de 2 enfants sans aucun antécédent judiciaire. La famille de Freddy est tendue. Bon, j'attends de lui qu'il dise la vérité. Je saurais bien si c'est la vérité ou pas. Mais je vais pas baisser les yeux. Les yeux ils sont bien rivés, c'est sûr. Quelle version du meurtre l'accusé va-t-il maintenant livrer à la cour? Karim est-il l'assassin ou s'agit-il d'un crime de dealer? Pourquoi Freddy Lio, ce jeune maçon apprécié de tous, est-il mort dans des circonstances effroyables? Que vont décider les jurés? Et quelle sera la réaction des parents de Freddy? Pour moi, c'est impardonnable et je suis désolé, il peut se garder sincèrement. Là, il nous a frappé, mais la prochaine fois, il va frapper notre famille. Dans le box des accusés, Karim, le jeune maçon accusé de l'assassinat de Freddy Lio, livre enfin sa version des faits. Une version qui fait froid dans le dos. Karim et Freddy se sont rencontrés sur un chantier et ils ont sympathisé. Freddy trouve qu'il a les cheveux un peu trop longs, alors Karim, pour l'aider à faire des économies, propose de les lui couper. Le 6 septembre, vers 17 h, Freddy rejoint Karim dans son appartement. Les 2 hommes discutent tranquillement lorsque Karim s'aperçoit que 450 € qu'il a laissés sur une table ont disparu. Il accuse Freddy. Freddy nie avoir pris cet argent. Le ton monte, c'est la bagarre. Karim s'empare d'un marteau et frappe Freddy à la tête. Karim avoue, c'est bien lui qui a assassiné Freddy. Pour se débarrasser du cadavre, il dépaisse le corps et le découpe avec un couteau et une scie. Il y a du sang partout. Karim met les différentes parties du corps dans un sac de sport. C'est à ce moment-là qu'il appelle une première fois la famille de Freddy. Il dépose ensuite le sac dans la voiture de Freddy et se rend 2 km plus loin, sur les bords de l'Arve, une rivière. Minuit et demi, il se débarrasse du corps. Puis il abandonne la voiture de Freddy sur place en prenant soin d'enlever les plaques et de brûler le véhicule. De retour à son appartement, il essaie toute la nuit d'effacer les traces du crime. Il arrache le plancher et les tapisseries. La famille de Freddy est horrifiée. Entendre ce récit dans les moindres détails est une souffrance terrible. La cour s'intéresse alors au mobile du crime. Karim aurait-il tué Freddy pour de l'argent? L'accusé explique qu'il a eu l'idée de la rançon pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste. C'est uniquement parce que Freddy lui a volé 450 € qu'il l'a tué au cours de la bagarre. Mais la famille de Freddy refuse cette version. Pour elle, il s'agit d'un crime crapuleux. Vraiment, son but, c'était la rançon. Il a dit c'est le moment, faut que je le fasse. Alors, il l'a tué. Pour moi, il l'a tué par derrière. Et c'est clair et net. Et puis, il n'a pas eu de scrupule à... Freddy avait de l'argent dans ses poches, comme il avait fait des retraits avant et tout. Ça, c'est sûr, c'est prémédité. Il avait besoin d'argent, il avait besoin, il manquait d'argent. Il est mort. Il est mort, ça c'est sûr et certain. Déjà, Freddy n'aurait jamais envoyé d'argent. Déjà, donc on sait qu'il ment. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas. Même si c'était vrai, ça ne valait pas tout ce carnage. Voilà. Le frère de l'accusé le défend. C'est un bon père de famille,
Il n'aurait jamais tué pour si peu. Il est incapable de commettre sciemment un acte aussi barbare. C'est une bagarre qui a mal tourné, comme il peut en avoir des milliers en France et en Europe et dans le monde. Hein. Ce qui est dramatique, si on peut en tirer une conclusion, c'est que ça peut strictement arriver à tout le monde, quoi, hein. Les conséquences, c'est vrai, sont dramatiques derrière. Mais c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Donc si on peut en tirer des leçons, ce serait pas mal. Selon son frère, Karim aurait juste perdu son sang-froid et frappé Freddy. La Cour s'intéresse maintenant à la psychologie de l'accusé. Les psychiatres décrivent un homme immature, mais à l'intelligence normale. Il ne souffre d'aucune pathologie mentale pouvant expliquer la cruauté de ses actes. Plus étonnant encore, selon eux, Karim est une véritable énigme. Il certifie qu'il n'est pas dangereux pour la société. L'avocat de la défense souligne le décalage entre la barbarie des faits et la personnalité de son client. Je crois que tout le monde est frappé par la dissonance qui existe entre les faits qui sont reprochés à ce garçon et la personnalité qu'il arbore. Entendez par là qu'il se présente comme un garçon d'une grande banalité, pas violent, pas agressif, pas provoquant, qui a plutôt la tête basse, qui souffre énormément, et on souffrira moins que ça quand on est coupable et qu'on a conscience de la culpabilité de ce que l'on a fait, et qui aujourd'hui, évidemment, apparaît comme étant dans une démarche de repentance. Reste un mystère. Comment est mort Freddy? Seule l'autopsie de sa tête pourrait révéler la nature et la violence des coups reçus. Or, la tête du jeune homme n'a jamais été retrouvée. Aux questions de la cour, Karim répond que la rixe a été brève. Freddy l'aurait giflé après avoir été accusé de vol. Karim aurait alors perdu son sang-froid. Sous le coup de la colère, il aurait jeté Freddy au sol et lui aurait asséné un seul coup de marteau sur le crâne. La famille de Freddy ne croit pas à cette version. Pour elle, Karim a assassiné froidement leur fils pour empocher une rançon, une thèse impossible à vérifier, car Karim n'a jamais avoué où il avait caché la tête. Aujourd'hui, l'accusé s'adresse directement à la famille de Freddy. « Je suis désolé, leur dit-il, de la tournure horrible de cette histoire. Je suis l'auteur de ces actes. Cela fait 2 ans et demi que je me demande comment j'ai pu tuer, démembrer et demander une rançon, et je ne comprends toujours pas. » La première chose qu'il a faite, alors même qu'on lui avait à peine donné la parole, ça a été de s'adresser à la famille d'une manière extrêmement maladroite, mais avec beaucoup d'authenticité, pour dire « je demande pardon ». Alors bien sûr que ce pardon, on ne va pas le lui accorder comme ça. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même authentique dans cette démarche et que c'est vrai qu'il est envahi par cette culpabilité. La famille de Freddy refuse d'entendre ces paroles. Pour moi, c'est impardonnable et je suis désolé, il peut se garder sincèrement. Qui dise la vérité, voilà, si vraiment il est désolé. Quelqu'un comme ça, mais ils vont le relâcher, mais il va recommencer. Il va recommencer, c'est évident. C'est évident. Donc ce genre de personnage, il faut quand même, je pense, essayer de penser au... Parce que bon, là, il nous a frappés, mais la prochaine fois, il va frapper notre famille. Ouais, pour moi, c'est... Vous savez, perdre un enfant comme ça, on voit ça dans les films, mais on se dit, c'est pas possible que ça se réalise chez nous. C'est pas possible. Des trucs comme ça. Dans son réquisitoire, l'avocat général explique. En demandant une rançon, Karim a ajouté l'odieux à l'horrible. Le magistrat requiert le maximum de la peine encourue, 30 ans de réclusion. Il y avait quand même une accumulation de faits qui m'ont conduit à estimer qu'il n'avait strictement aucune circonstance atténuante. J'ai donc effectivement requis 30 ans, puisque c'est le maximum prévu par la loi, et je pense très sincèrement que si la loi avait prévu une peine plus lourde, je l'aurais requise également. Alors, que vont décider les jurés? Après une attente interminable pour la famille, les magistrats et les jurés reviennent dans la salle d'audience. Ils vont rendre maintenant leur verdict. Car l'audience est reprise. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. Question numéro 1.
L'accusé est qualifié coupable d'avoir en masse, le 6 septembre 2007, volontairement donné la mort à Freddy Dion. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Question numéro 4. L'accusé Karim Bedi est coupable d'avoir en masse, le 6 septembre 2007, par quelque moyen que ce soit, en espèce en le démembrant, porter atteinte à l'intégrité du cadavre de Freddy Dion. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour condamne l'accusé Karim à la majorité qualifiée de 8 voix au moins, à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Et par 30 ans de réclusion, le maximum. Pour la famille de Freddy, c'est un soulagement. Très bien. Comment? Vous avez été compris. Oui. On a été compris, c'est surtout ça, oui. Oui, par le juré, pas mal de gens. Je pense que les gens, ils ont... Voilà, on a été compris. Ça ne nous ramènera pas, malheureusement. Voilà, ça nous redonnera pas notre fils, ça. Bon, j'irai lui dire au cimetière. La semaine prochaine, j'irai lui dire on a gagné, mon chéri. Il s'est battu pendant 2 ans et demi, et puis... Voilà, j'ai gagné, mon chéri. L'accusé a fait appel de la décision. 1 an et demi plus tard, en octobre 2010, la Cour d'appel a rendu le même verdict. 30 ans pour celui que les journalistes ont surnommé le dépeceur. Aujourd'hui encore, la tête de Freddy n'a pas été retrouvée. En Normandie, ses parents pourront-ils un jour reconstruire leur vie? Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir ce magazine sur Internet. C'est sur le site de TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.